Front d'Italie 1944. Des soldats remontent des tranchées blessés. Certains ont des fractures ouvertes, d'autres des éclats d'obus logés dans la chair. Henry Knowles Beecher, un anesthésiste de l'armée américaine, fait ce qu'il peut. Mais ce soir-là, il s'aperçoit qu'il a presque plus de morphine. Alors, pour éviter de faire paniquer les soldats et de leur rajouter un stress supplémentaire, il tente un truc. Il injecte à ses patients du sérum physiologique. Donc, littéralement de l'eau salée, en leur disant que c'est de la morphine. Et les soldats, ça les calme. La douleur recule vraiment. Alors, faut être honnête, Beecher comprend pas vraiment ce qu'il vient d'observer. Il note, il consigne, il range ça dans un coin de sa tête. Il faudra attendre 1955, donc quand même 11 ans plus tard, pour qu'il publie ce qui deviendra un des articles les plus cités de l'histoire de la médecine. The Powerful Placebo, le puissant placebo. Depuis, on a beaucoup creusé, et plus on cherche, plus ça devient étrange. Parce que le placebo, vous en avez forcément déjà entendu parler. Probablement avec des phrases du genre « c'est juste dans la tête ». Une pilule de sucre, une illusion, un tour joué aux personnes naïves. Et si je vous disais que cette phrase, c'est dans la tête, c'est exactement pour ça que c'est intéressant. Parce que oui, c'est dans la tête. Du sérum physiologique n'aura jamais les propriétés de la morphine. C'est la tête qui produit des vrais effets biologiquement mesurables. Alors, asseyez-vous bien, parce qu'aujourd'hui, on va démonter les idées reçues. Le mot placebo, il vient du latin qui signifie « je plairai ». Et son histoire, alors, elle commence pas du tout là où je l'imaginais. C'est une erreur de traduction biblique. Au IVe siècle, Saint Jérôme traduit la Bible en latin, la Vulgate. Dans le psaume 116, il traduit mal un verset hébreu et écrit « Placebo Domino in regione vivorum », soit « Je plairai au Seigneur dans le pays des vivants ». Ce verset était chanté pendant les offices funèbres et au Moyen-Âge, des gens se faisaient payer pour venir chanter ces messes. Alors sans vraiment pleurer, sans vraiment prier, c'était juste pour l'argent. On les appelait les placebos, des faux semblants, des imposteurs. Et du coup, l'image elle colle plutôt bien, un traitement qui fait semblant. C'est qu'en 1811 que le mot entre officiellement dans les dictionnaires médicaux avec une définition qui donne le ton. Un médicament prescrit pour faire plaisir aux patients plutôt que pour les soigner. Autrement dit, une sorte de mensonge bienveillant. On n'a rien pour te guérir, mais histoire de pas complètement te plomber le moral, on te fait croire à une solution imaginaire. Une façon d'occuper un malade quand on n'a rien de mieux à lui proposer. C'est comme ça que le mot arrive en médecine, avec cette réputation, celle d'un outil de deuxième choix, d'un mensonge poli qui va traîner pendant plus d'un siècle. Jusqu'à ce que quelqu'un commence enfin à s'intéresser aux chiffres. On va revenir à l'histoire de notre protagoniste du début, le docteur Beecher. De retour aux États-Unis, après la guerre, il lâche pas l'affaire. Il se plonge dans les données, il compile 15 essais cliniques avec plus de 1000 patients. Et il arrive à un chiffre qui va littéralement secouer le monde médical. 35% des patients ont vu leurs symptômes s'améliorer après avoir reçu un placebo. 35%, un tiers des patients. Quand on y pense, c'est un chiffre de malade qui soit 35% à avoir vu leur état s'améliorer avec du vent, avec rien de médical, rien de pharmaceutique. Je pense d'ailleurs qu'à ce moment-là, les pharma ont tremblé en lisant les résultats de son étude. Parce que c'est pas bon pour le business. Mais ils ont fini par être rassurés, du moins un peu. Parce qu'évidemment, ses collègues sont sceptiques. Certains crient à l'erreur méthodologique. Et franchement, ils n'avaient pas 100% tort. Beecher s'était un peu emballé. 40 ans plus tard, en 1997, deux chercheurs reprennent ces données ligne par ligne. Et leur verdict est sans appel. Les 35%, Beecher a complètement déconné. Alors, pas intentionnellement, mais il a fait une erreur fondamentale. Il avait mesuré l'amélioration des patients dans le groupe placebo, mais il n'avait pas comparé avec des patients qui recevaient rien du tout. Résultat, il avait attribué au placebo
ce qui est simplement le temps qui passe. Bah oui, ça vous est probablement arrivé de guérir sans médicaments. Les gens guérissent parfois tout seuls, c'est banal. Mais ça, Bisher l'avait pas pris en compte. Alors, ces 35%, ben, ils veulent plus rien dire. Pourtant, l'intuition reste, et d'autres vont s'y coller un peu différemment. Mais Bisher laisse quand même quelque chose derrière lui. Alors, pas la preuve que son placebo fonctionne. Ça, ces données ne le démontraient pas. Mais plutôt une méthode. C'est lui qui a poussé à intégrer systématiquement un groupe sans traitement dans les essais cliniques pour pouvoir comparer. Un groupe contrôle qu'on utilise encore aujourd'hui pour tester tous les médicaments. C'est probablement son legs le plus durable. Et l'ironie, c'est que ce groupe contrôle existe précisément pour éviter de refaire son erreur. Mais voilà le paradoxe. En faisant du placebo un étalon de mesure, la médecine officialise son existence tout en refusant de s'y intéresser. Et il faut garder en tête un détail qui compte. La grande majorité des essais cliniques sont financés par les pharma. Alors, certains diront que les labos financent sans diriger, que les chercheurs restent indépendants. C'est vrai, en tout cas sur le papier, mais pensez que l'argent n'influence pas du tout les questions qu'on pose, les études qu'on publie et celles qu'on enterre, c'est quand même être un peu naïf. Le placebo, lui, personne ne peut le breveter, donc personne n'a vraiment intérêt à le comprendre. Il devient l'ennemi à neutraliser, le bruit de fond. Ce qu'il faut soustraire pour trouver le vrai effet d'un médicament. Personne ne se demande pourquoi ça marche, c'est une gêne, pas une ressource. Cette posture va tenir des décennies, jusqu'à ce que quelques chercheurs commencent à poser la question autrement. Et si le placebo, ce n'était pas un parasite dans les données, mais plutôt une donnée elle-même qu'on devrait comprendre. Pendant des décennies, l'effet placebo, ça reste une curiosité. On l'accepte, on l'intègre dans les protocoles, mais personne ne sait vraiment pourquoi ça marche. Est-ce que les patients mentent? Est-ce qu'ils se font des illusions? Et c'est une amélioration naturelle de la maladie qu'on confond avec l'effet du traitement, comme l'avait finalement fait Bisher dans son étude. Viennent ensuite les années 70. Et là, on fait une découverte qui change tout. En 1978, une équipe de chercheurs mène une expérience simple mais redoutable. Des patients dentaires reçoivent un placebo après une extraction. Leur douleur diminue. Classique. Mais ensuite, les chercheurs leur injectent de la naloxone, une molécule qui bloque les récepteurs opioïdes du cerveau, ceux qui servent à la morphine. Et là, la douleur revient. On rappelle que le protocole n'était pas indiqué aux patients, c'est donc pas une réaction volontaire. Ce que ça signifie est simple et énorme en même temps. Le placebo avait déclenché la libération d'endorphines, des vraies molécules antidouleurs, produites par le corps lui-même. Vous connaissez sûrement ce mécanisme sans forcément le savoir. C'est la même chose qui se passe quand quelqu'un a un accident grave. Un skieur qui termine sa descente avec un os qui lui sort de la jambe et qui semble pas réaliser ce qui lui arrive, pas vraiment ressentir la douleur, c'est pas qu'il est super courageux, c'est que son cerveau a inondé son sang d'endorphines pour lui permettre de tenir. Une morphine naturelle fabriquée en interne, déclenchée automatiquement face à la douleur. C'est donc pas une illusion, c'est une réaction chimique naturelle. Depuis, l'imagerie cérébrale a permis d'aller beaucoup plus loin. Quand vous croyez prendre un analgésique, votre cortex préfrontal active des voies descendantes qui bloquent les signaux de douleur avant même qu'ils arrivent à la conscience. Le cerveau anticipe le soulagement et il déclenche ce qu'il faut pour le produire. Un peu comme si votre cerveau anticipait la fin du film avant même de l'avoir vu. Et si vous vous posez la question inverse, est-ce que le cerveau peut aussi saboter un vrai médicament si vous êtes convaincu qu'il ne marchera pas? La réponse est oui. On y reviendra d'ailleurs un petit peu plus tard dans la vidéo, mais gardez quand même ça en tête. En 2021, une méga analyse internationale, le Placebo Neuroimaging Consortium, piloté par le neuroscientifique Tom Wager à Dartmouth en Angleterre, a compilé 20 études d'imagerie sur 600 patients. Résultat, des modifications mesurables, reproductibles de l'activité cérébrale dans les zones liées à la douleur. C'est pas juste une impression, on a une signature neurologique. Ce que la recherche montre aussi, c'est que tout le monde ne répond pas pareil.
Certaines personnes sont beaucoup plus réceptives au placebo que d'autres. Mais pourquoi? La génétique, la personnalité, l'histoire médicale personnelle, c'est pas encore vraiment. Mais les chercheurs y travaillent. Parmi les preuves les plus saisissantes, il y a les patients atteints de la maladie de Parkinson. Parkinson, c'est une maladie neurodégénérative. Elle détruit les neurones dopaminergiques. Ceux qui produisent, je vous le donne en mille, la dopamine. Une molécule essentielle au contrôle des mouvements. Les patients ont des tremblements, de la rigidité, des difficultés à se déplacer. Et la maladie est irréversible. Les neurones perdus ne reviennent jamais. Et pourtant, des études d'imagerie ont montré que quand on administre un placebo à ces patients, leur cerveau libère de la dopamine. Réellement. On voit le taux augmenter dans les scanners. Les symptômes moteurs s'améliorent. Certains patients retrouvent temporairement une fluidité relative dans leurs gestes qu'ils n'avaient plus pu faire depuis des années. Prenez 2 secondes pour réaliser ce que ça veut dire. Vous avez une maladie qui détruit précisément les neurones qui fabriquent cette molécule. Et une croyance, parce que finalement c'est rien de plus, peut pousser ce qui reste actif à produire davantage de cette molécule. C'est pas de la neuropsychologie, c'est de la pure biologie. Il faut comprendre quelque chose d'essentiel sur la douleur pour ressentir pourquoi tout ça est possible. La douleur, on la pense souvent comme un signal direct. Vous brûlez votre main, le signal remonte jusqu'au cerveau. Vous avez mal, c'est mécanique. Mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué. La douleur est modulée en permanence. Le cerveau peut l'amplifier ou l'atténuer selon le contexte, l'état émotionnel, ce qu'on anticipe. C'est pour ça que des soldats comme ceux auxquels Beecher a administré le sérum physiologique, qui se sentaient soulagés d'être en vie, sortis du danger, ressentaient moins de douleur malgré les blessures graves. C'est pour ça que le placebo fonctionne, pas parce que le cerveau se trompe, mais parce que le cerveau passe son temps à évaluer la menace. Et une pilule, avec tout ce qu'elle représente, le médecin, les soins, l'espoir que ça va aller, peut faire baisser ce sentiment de menace immédiate. On est rassuré, on va mieux. Voilà maintenant l'expérience qui a fait l'effet d'une bombe dans la communauté scientifique. Ted Kaptchuk, chercheur à l'université d'Harvard, publie en 2010 les résultats d'un essai clinique sur des patients atteints du syndrome du côlon irritable. Cette maladie chronique est hyper douloureuse, hyper invalidante et particulièrement sensible aux effets placebo, ce qui en fait un terrain d'étude idéal. Kaptchuk divise ses patients en 2 groupes. Le premier ne reçoit aucun traitement, le second reçoit les pilules placebo. Sauf que là, contrairement à la procédure habituelle, on leur dit explicitement ce que c'est. Les flacons sont étiquetés pilules placebo. Les médecins expliquent aux patients qu'il n'y a aucune substance active à l'intérieur et qu'on leur demande quand même de la prendre 2 fois par jour. Résultat, le groupe placebo, informé, conscient, sans aucune tromperie, s'améliore nettement plus que le groupe sans traitement. Pas besoin de mentir, le cerveau n'a pas besoin d'être trompé. Ce résultat a été reproduit dans d'autres pathologies. Les maux de dos chroniques, les migraines, la fatigue liée au cancer. Et en 2021, une nouvelle étude de Kaptchuk montre que le placebo ouvert fonctionne aussi bien que le placebo classique en double aveugle. Alors, ce protocole en double aveugle, j'en ai une expérience personnelle. Mon fils, qui est porteur de trisomie 21, a participé il y a quelques années à une étude clinique. 6 mois sous traitement, 6 mois sans, dans le but d'étudier les effets d'une hormone sur les fonctions cognitives. Le produit arrivait directement de la pharmacie de l'hôpital dans notre boîte aux lettres. Ni nous, ni les médecins savions si c'était la vraie hormone ou un placebo. C'est exactement ça, le double aveugle dont on parle. On participe à quelque chose d'utile, on aide la science à avancer. Mais d'un point de vue personnel, on repart souvent sans réponse. Et dans certains cas, quand l'étude porte sur un traitement qui pourrait sauver une vie, recevoir un placebo pendant des mois sans le savoir, j'imagine que ça ne doit pas être facile à gérer. On place un espoir énorme dans quelque chose qui est peut-être juste une pilule de sucre ou de l'eau salée. Bon, je referme la parenthèse. On vient donc de voir que l'effet
et pas dans la croyance qu'on prend un vrai médicament. Il est dans le rituel. Prendre une pilule, être suivi, faire partie d'un protocole de soins, c'est parfois suffisant. Puisqu'on parle de contexte, voilà quelque chose qui va vous faire regarder vos médicaments tout à fait différemment. Des études ont montré que l'efficacité d'un placebo varie selon son apparence. Un placebo rouge est plus stimulant qu'un placebo bleu. Un placebo bleu est plus sédatif. Un placebo présenté comme cher fonctionne mieux qu'un placebo bon marché. Dans une étude américaine, des patients ont rapporté une meilleure réduction de la douleur avec un analgésique placebo présenté à 2,50 $ la pilule qu'avec le même placebo présenté à 10 cents. Une pilule est plus efficace qu'une gélule. Une injection est plus efficace qu'une pilule. Et une opération chirurgicale fictive est souvent plus efficace qu'une injection. Alors, moi aussi, l'opération fictive m'intrigue. Alors, on va creuser un peu la question. Des études ont été menées sur des patients souffrant de douleurs chroniques au genou liées à l'arthrose. Certains ont subi une vraie arthroscopie, d'autres ont subi une procédure fictive. Incision, instrument, bruit du bloc opératoire, mais rien à l'intérieur du genou. Les résultats à long terme sont plutôt étonnants, similaires dans les deux groupes. La vraie opération n'avait pas d'avantage mesurable sur la simulation. Quand ces études ont été publiées, ça a mis le feu au milieu orthopédique. Des chirurgiens ont contesté les résultats, d'autres ont commencé à revoir leurs pratiques. Parce que si une opération fictive reproduit les mêmes effets, qu'est-ce que ça dit sur l'intérêt réel de certaines chirurgies? Le cerveau ne juge pas la molécule, il juge tout ce qui l'entoure. Le médecin, l'environnement, le prix, la couleur, tout ça construit une attente. Et c'est cette attente qui déclenche ou pas la réponse biologique. J'ai bien dit la réponse biologique, c'est-à-dire que c'est cette attente qui va donner de l'effet à un placebo, mais c'est aussi cette attente qui va permettre à un médicament standard de fonctionner comme il le doit. Pour y croire, il faut que ce soit crédible, même si dans le cas du placebo, on sait que c'est faux. Et maintenant, le revers de la médaille parce qu'il existe. L'effet nocebo, du latin je nuirai, et qu'on devrait d'ailleurs prononcer nocebo. Mais on n'est pas là pour faire du latin, et la prononciation nocebo étant scientifiquement admise, elle ira très bien. Mais maintenant, si vous voulez vous la péter dans une discussion sur le sujet, vous pouvez le faire. Je vous en prie, c'est cadeau. Quoique, un petit like, un abonnement si c'est pas déjà fait, c'est pas mal non plus, je vais pas me plaindre. Bref, l'effet nocebo, c'est exactement le même mécanisme, mais dans l'autre sens. Si le placebo guérit par la croyance positive, le nocebo, lui, peut rendre un traitement inefficace par la croyance négative. L'exemple le plus frappant, c'est ce qu'on appelle la mort vaudou. Alors, pas avec une petite poupée. Des cas documentés dans plusieurs cultures où un individu convaincu qu'il a été maudit ou condamné, dépérit et meurt sans qu'on trouve de cause médicale. Le médecin américain Walter Cannon a étudié ces cas dans les années 40 et a proposé une explication physiologique convaincante. Un état de stress extrême et prolongé peut déclencher des réponses du système nerveux autonome suffisamment intenses pour provoquer un arrêt cardiaque. Le même principe que mourir de peur finalement. La croyance poussée à l'extrême peut tuer. Mais on n'a pas besoin d'aller aussi loin pour trouver des exemples. Concrètement, des patients qui lisent les effets secondaires d'un médicament sur la notice ont significativement plus tendance à les développer que ceux qui ne lisent pas la notice. Même si le médicament est un placebo, le cerveau anticipe l'effet indésirable et il le reproduit. Une étude publiée en 2022 dans le JAMA, le Journal of the American Medical Association, l'a mesurée de façon saisissante. En analysant les données de plusieurs essais cliniques sur les vaccins Covid pour plus de 45 000 participants, les chercheurs ont constaté que 35% des personnes du groupe contrôlé, celles qui avaient reçu une injection de sérum physiologique sans vaccin, rapportaient des effets secondaires. Maux de tête, fatigue, douleur au bras. 35% avec de l'eau salée, parce qu'elles s'attendaient à avoir des effets secondaires. Et non,
Je vois venir les conspirationnistes, c'est en aucun cas une preuve de la soi-disant inefficacité du vaccin. Alors, vous pouvez reposer vos fourches et respirer un bon coup, ça va aller. Et ça va encore plus loin. Des chercheurs ont étudié ce qui se passe quand les médias relayent massivement des informations sur les effets secondaires d'un médicament. Dans plusieurs pays, après des campagnes médiatiques très négatives sur certains médicaments, notamment les statines contre le cholestérol, on a observé une augmentation des signalements de douleurs musculaires chez les patients qui prennent ces médicaments. Et comme par hasard, ce taux augmentait précisément dans les semaines suivant les articles alarmistes. Pas parce que le médicament était devenu plus dangereux tout à coup, mais parce que les patients avaient pris conscience de ce risque. Les études neurologiques montrent que la douleur nocebo n'est pas imaginaire. Elle active les mêmes zones du cerveau que la douleur réelle. Elle est mesurable à l'IRM. Et des molécules spécifiques comme la cholécystokinine semblent jouer un rôle de médiateur dans le processus. Ce qui pose une question éthique très concrète, quand un médecin vous détaille tous les risques d'une opération sans que vous les demandiez, comme il en a l'obligation légale. Est-ce que ça contribue pas aussi parfois à les déclencher? Des chercheurs travaillent d'ailleurs sur cette question. Dans certains hôpitaux, ils expérimentent déjà des façons d'informer les patients qui minimisent l'effet nocebo sans cacher les risques réels, bien entendu. Alors, voilà où on en est. Le placebo produit des effets biologiques réels. Il libère des endorphines, déclenche de la dopamine, modifie l'activité du cerveau de façon mesurable. Il fonctionne même quand vous savez que c'est un placebo. Et le nocebo fait exactement l'inverse avec le même mécanisme. C'est pas de la magie, c'est le cerveau qui fait ce qu'il fait tout le temps. Il évalue, il anticipe, il prépare le corps à ce qu'il pense être vrai. Et ça a des conséquences qui dépassent largement le cabinet médical. Pensez à votre propre expérience. La fois où vous avez pris un cachet en vous disant que ça allait aller, et ça a été. La fois où vous êtes entré chez un médecin pressé et vous en êtes reparti avec une ordonnance sans vous sentir mieux pour autant, parce qu'en ayant l'impression de ne pas être écouté, on doute plus facilement de l'efficacité du traitement. Le rituel, la relation, la confiance, c'est pas des détails, c'est des ingrédients actifs du traitement. Des chercheurs comme Kaptchuk défendent l'idée qu'on devrait repenser la formation médicale là-dessus, réapprendre à soigner et pas seulement à prescrire. Se rappeler que la façon dont on présente un traitement fait aussi partie du traitement. Et ça pose des questions pour lesquelles on n'a pas encore les bonnes réponses. Est-ce qu'on ne surconsomme pas des médicaments auxquels on donne trop de crédit? Et à l'autre bout du spectre, la question plus ésotérique. Si une croyance peut produire des effets biologiques réels, où est la frontière entre l'esprit et le corps? Est-ce qu'elle existe vraiment? Alors, je veux être clair sur une chose avant de terminer. Cette vidéo ne dit pas que les médicaments sont inutiles. Elle ne dit pas que vous pouvez guérir d'un cancer en y croyant fort. Les médicaments sauvent des vies. Et la médecine moderne, c'est une des choses les plus remarquables que l'humanité a produites. Ce que dit cette vidéo, c'est qu'on comprend encore mal la totalité de ce qui se passe quand on soigne quelqu'un. Et que le contexte, la relation de confiance, tout ça fait partie du traitement. Pas à la place des molécules, mais en complément. C'est le patient qui doit rester au centre de l'attention. Si vous êtes encore là, mettez simplement super pouvoir en commentaire. Et n'hésitez pas à me faire part de votre avis et de vos expériences. Comme toujours, je compte sur vous pour mettre un like, pour vous abonner si ce n'est pas encore fait, et pour activer la cloche, comme ça vous êtes sûr de ne pas louper les prochaines vidéos. J'espère en tout cas vous avoir appris quelque chose, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!